Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous. J'ai le plaisir de recevoir Georges Martin, l'ancien numéro 2 de la diplomatie suisse. Georges Martin est suisse, diplomate de carrière qu'il a eue éminente puisqu'il l'a achevé au rang de secrétaire d'État adjoint aux affaires étrangères. Nous le recevons à l'occasion de la publication de son livre de mémoire, Une vie au service de mon pays, plaidoyer pour une Suisse neutre, active et respectée. Nous allons aborder ce qui se passe dans ce vaste monde et plus particulièrement en Israël et à Gaza ainsi qu'en Ukraine. Georges Martin, bonjour, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. C'est un plaisir. Merci. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord par un rapide, en tout cas, on prendra le temps dont on a besoin, par un tour de l'actualité, en commençant par donc la décision du procureur général de la CPI de demander des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou, Galante et puis 3 membres du Hamas, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice internationale qui enjoint Israël de stopper ses offensives, ses opérations militaires en tout cas à Gaza et à Rafah. Quelles sont d'après vous les conséquences que cela pourra avoir et surtout quelle est la différence entre la CPI et la CIJ? Parce que je suis pas sûr que ce soit très clair pour beaucoup de monde. Oui, alors écoutez, bien sûr, l'actualité est pleine d'événements de ce genre. On saute d'une région du monde à une autre, et chaque fois les nouvelles sont mauvaises. Peut-être une petite remarque avant de répondre à votre question. Je pense que c'est une étape qui n'a jamais été atteinte dans l'histoire d'Israël, notamment, et de la région. Jusqu'à maintenant, on a suivi une radicalisation progressive de la situation, de la politique israélienne. Mais pour l'ensemble du public, évidemment, qui ne peut pas suivre l'actualité au jour le jour, probablement que tout ça a commencé le 7 octobre, comme pour l'Ukraine en février 2022. Mais évidemment, la radicalisation de la société israélienne, de la politique israélienne, c'est une chose qui est extrêmement ancienne. Ça a duré des décades. Moi, j'étais dans ce pays au début des années 90. Et j'ai eu le privilège de connaître Bibi Netanyahou, le côté sombre du personnage déjà. Et au fond, ces développements récents ne m'étonnent pas. Rappelons-nous qu'en février 2022, si ma mémoire est bonne, un illustre professeur israélien, Daniel Blattman, à l'Université de Jérusalem, grand spécialiste de la Shoah et du nazisme, avait choqué son public d'abord et le monde aussi, en disant que l'Israël de 2022 lui rappelait l'Allemagne des années 30. Pourquoi l'Allemagne des années 30 ? Parce qu'il estimait que la dérive vers un État fasciste était une réalité. Et à l'époque, il mentionnait aussi, et je le cite parce que qui oserait, en n'étant pas israélien ni juif, le dire, il mentionnait la présence de ministres néo-nazis dans le gouvernement Netanyahou. Alors, tout ce qui se passe depuis la guerre à Gaza n'est pas pour étonner. Maintenant, c'est inégalé, effectivement, qu'un leader, je dirais occidental, parce que le paradoxe d'Israël aussi, c'est qu'au lieu de se fondre dans la réalité de la région, ce qui probablement aurait déjà amené la paix, Israël veut absolument rester un État occidental, un État colon dans la région pratiquement, puisque en restant occidental, il est forcément dans la logique de la colonisation. Et je rappellerai juste en passant ce que le Premier ministre père d'Israël, Ben Gurion, avait dit en 1956, ça a été rapporté par sa fille. Il a dit en 1956 que s'il était un leader arabe, il ne signerait jamais la paix parce que nous leur avons volé leur terre. Voilà, tout ça pour resituer un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc effectivement, les arrêts de la Cour et les décisions de justice sont absolument sans exemple par rapport à un leader, encore une fois, occidental. Et pour Israël, c'est assez compliqué parce que finalement, dans sa volonté de jouer du foot avec les Occidentaux, avec l'Europe en l'occurrence, de chanter à l'Eurovision avec l'Europe, Israël voulait aussi politiquement être considéré comme un État occidental. Or maintenant, ces deux cours de justice les ont ramenés dans les cordes en quelque sorte. Et la Cour pénale internationale, vous avez posé la question, s'adresse directement aux personnalités, aux personnes
du ministre de la Défense, Gallant, et au Premier ministre d'Israël. Alors que la décision de la Cour de justice, c'est une décision concernant l'État d'Israël. C'est une cour qui avait été créée après la Deuxième Guerre mondiale par les Nations Unies pour précisément juger de cas concernant l'ensemble d'un État. C'est pour ça que la Cour de justice a rendu son verdict à la suite d'une plainte déposée par l'Afrique du Sud, un autre État. La Cour pénale s'adresse directement à des citoyens israéliens, Premier ministre et ministre de la Défense, et tout ça est devrait être préoccupant pour les personnes incriminées. On verra bien. Alors, pour répondre à votre question, je pense que les conséquences à moyen terme, on peut dire, à moyen terme, considérant son âge aussi, de toute façon, signifie qu'on s'approche de la fin de la carrière politique, probablement de Netanyahou. Mais le problème, c'est que Netanyahou a entraîné dans son dévissement, si j'ose dire, dans sa dérive, dans sa chute vertigineuse, tout son pays. Tout son pays s'est radicalisé avec lui. Et même le départ de Netanyahou ne signifiera pas que la société israélienne et les contacts que j'ai gardés sur place m'indiquent qu'effectivement, les Israéliens ont de la peine à voir au-delà du 7 octobre. Ils ne s'indignent pas face aux souffrances palestiniennes, ou pas encore. Le moment viendra sans doute, mais pour l'instant, Netanyahou a pris tout son pays en otage avec lui. Alors Netanyahou quittera le pouvoir, soit pour la prison, soit pour sa résidence en Floride, on verra bien. Qu'est-ce qui pourrait se passer donc après l'arrêt de la CJ? Est-ce que c'est le Conseil de sécurité qui va s'en saisir? Est-ce que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui pourrait éventuellement voter pour la suspension, voire l'exclusion d'Israël? Oui, alors le Conseil de sécurité, malheureusement, vous le savez comme moi, il y a une puissance importante qui a un droit de veto et qui l'utilise systématiquement lorsqu'il s'agit d'Israël. Donc oui, l'Assemblée générale pourrait voter, mais ça ne serait pas contraignant dans la même mesure que si c'était le Conseil de sécurité qui voterait l'exclusion. Maintenant, c'est vrai que plus de 100 pays de la planète votant pour l'exclusion d'un pays, Israël en l'occurrence, ça a certainement une résonance politique importante.